ce que je suis, à l'historien local, pour dire que Marie-Dominique Bonneux se situe, disons, dans toute une génération, les Bonneux, qui ont marqué un peu quand même la ville de Tarbes. En 1892, l'arrière-grand-père de Marie-Dominique, qui s'appelait Théodore, descend de la montagne, des Pyrénées, et vient s'installer au 56 rue Maréchal Foch, où il monte avec 2 autres personnes un commerce de tissus. C'était en 1892. Ensuite, le grand-père de Marie-Dominique Bonneux, René Bonneux, avec son frère Albert, sa sœur Marie, vont développer énormément le commerce de la rue Maréchal Foch, de telle sorte que vous avez dû connaître, comme moi, dans les années 50, 60, il y avait jusqu'à 50 personnes au magasin, 50, je veux dire, employés, pardon, au magasin. Donc c'était... Et puis, les tissus, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le prêt-à-porter, dont le magasin s'est terminé en 1994. Oui, il y a eu, en tout cas, l'installation de... il me semble du Léris, non? Oui. Bon. Alors il y a eu la moitié du magasin, c'est pour ça qu'on a raison tous les deux. Il y a une moitié qui est devenue bon. Et c'est devenu la librairie Léris, qu'on a tous connue. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai parlé de l'arrière-grand-père, du grand-père. Puis ensuite, il y a le père qui est encore là, qui est encore vivant devant nous. Mon condisciple de l'école Jeanne d'Arc, puis ensuite du lycée. Lui, bon, il n'a pas réussi, il est devenu professeur de médecine à Toulouse, et donc grand spécialiste de l'hématologie. Voilà. Il était venu nous faire des conférences, il y a 4 ans notamment, à l'université du temps libre. Et aujourd'hui, nous voyons donc l'un de leurs 4 enfants, et je parle surtout de la branche paternelle, mais évidemment il y a une maman qui est là, et donc un de leurs 4 enfants s'est spécialisé, est devenu artiste. Et je cède la parole immédiatement à Geneviève. Tu as presque tout dit. Ah non, non. Bon, eh bien moi je parle au nom de l'atelier Retour d'Expo, qui est un atelier qui existe depuis 4 ou 5 ans, pas depuis le 19e siècle, et qui réunit des personnes qui s'intéressent aux arts et qui visitent des expositions et qui les présentent aux autres, des expositions, des œuvres ou des musées. Voilà. C'est rare que nous ayons un artiste en chair et en os. C'est arrivé une seule fois dans les 4 ou 5 ans avec, ça y est, j'ai oublié son nom, Mme Coronas, Gloria Coronas. Et donc nous sommes très très contents, très fiers d'accueillir aussi un artiste et qui va nous parler de ses techniques, je pense. Et je suis un peu interrogative parce que j'ai visité récemment avec des amis qui sont présentes le musée des Beaux-Arts de Hanoï et j'ai vu quelques peintures à la laque et elles ne correspondaient pas du tout à l'image que moi j'ai, que peut-être vous avez aussi, c'est-à-dire une peinture traditionnelle sur fond noir, sur des paravents, des petites scènes, des paysages, des personnages, des fleurs, tout ça. Ou alors les peintures qu'on trouve sur les portes coulissantes des monastères avec des sujets beaucoup plus philosophiques, portant à la méditation. Et donc, en voyant ces peintures à la laque qui se rapprochaient du réalisme socialiste, et puis après en feuilletant votre album, Jean-François m'a prêté, je me suis dit, ah, mais peut-être qu'il va falloir que je révise mes notions, mes idées toutes faites à propos de la peinture à la laque. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous allez mettre un peu nos pendules à l'heure et nous dire comment vous arrivez à mêler la tradition orientale avec notre modernité, avec toutes les recherches de la peinture du XXe et du XXIe siècle, comment vous mêlez l'Orient et l'Occident. Voilà, c'est le suspense. Je vais vous laisser la parole. Merci. Bon, déjà merci d'être venu ce soir, d'avoir les surprises de cette arrivée en masse. Je vais vous parler de mon parcours. Donc je suis d'ici, de Tarbes, grâce Jean-François a expliqué un petit peu mes ascendances. J'ai grandi à Toulouse et assez rapidement j'ai voulu devenir une artiste, faire des études d'art. Je reviens juste en fait
d'expatriation, puisque... Pardon, Toulouse et après Toulouse. Ah, après Toulouse, je suis allée faire mes études à Paris. J'ai fait des études d'art. Je vais vous expliquer dans la deuxième diapositive ce que j'ai fait comme études, mais je voulais juste vous indiquer que là, je suis en train de revenir l'été dernier, en réalité, de 23 ans de vie à l'étranger. Donc vous me prenez sur un moment dans ma vie qui est très important, en fait, qui est... Je pense que ça va évidemment se ressentir dans ma création aussi. Mais en fait, voilà ce que j'ai quitté. J'ai quitté un atelier idyllique à Vientiane au Laos et je reviens me réimplanter en France. Et je vais vous expliquer le cheminement, les raisons. Donc, en 1996, je termine mes études aux Arts décoratifs de Paris. Donc je suis, après mon bac à Toulouse, je suis allée faire des études d'art à Paris, d'abord une prépa pendant 2 ans. J'ai eu la joie d'être acceptée à l'école des Arts Déco, où j'ai fait des études de scénographie, donc ça n'a rien à voir avec la LAC. Parce que, pourquoi j'ai choisi scénographie? Je pense que ce que j'aimais, c'était l'éclectisme dans ce sujet. Scénographie, c'est décor de théâtre, décor de cinéma, muséographie. Donc ça touchait un petit peu à tout ça. J'avais pas envie de me spécialiser encore. Et à la fin de mes études, alors que j'avais pu observer des gens qui avaient pu faire des échanges Erasmus, ils étaient partis à Prague, ils avaient fait des choses vraiment intéressantes. J'avais pas vraiment posé moi ma candidature, pourtant j'avais toujours le désir de voyager, mais je l'avais pas fait. J'avais laissé passer le train comme ça. Et donc à la fin de mes études, un jour je rencontre une étudiante dans la cafétéria, puis on discute, et elle m'explique qu'elle vient de présenter son mémoire, je crois, ou qu'elle revient juste de passer quelques mois à Hanoï pour apprendre la laque végétale, que les tableaux sur lesquels elle a travaillé d'ailleurs se sont perdus dans le voyage, enfin une histoire comme ça. Et donc là, je comprends qu'elle a bénéficié d'une bourse pour partir, qu'elle est allée apprendre cette technique lointaine. Et je suis clouée en fait sur place, je me dis mais j'aurais adoré faire ça. Mais j'aurais rêvé faire une chose pareille. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Je termine mes études, Erasmus c'est terminé. Enfin, je suis juste là, verte d'envie. Et l'étincelle, elle est là en fait. J'entends ça, j'entends cette fille qui me dit ce qu'elle a fait, et je me dis mais c'est ça ce que je veux faire. Bon, bah tant pis. Ben non en fait. Et quelques mois après, je pense, assez rapidement, lors d'une soirée avec des amis, je rencontre un jeune étudiant vietnamien qui a eu une bourse pour venir à la Cité internationale. Oui, c'est ça. Et je discute un petit peu avec lui, je lui demande s'il connaît la LAC, il me dit oui, un petit peu, c'est pas trop mon truc. Je lui dis mais est-ce que tu connais des gens? Et il m'a dit oui, je connais quelqu'un, je connais un peintre qui est venu ici en France. Ça n'a pas trop marché pour lui, ça a été un échec. Mais donc il est revenu, donc il parle français, il est revenu au Vietnam et j'ai son numéro de téléphone, je peux te le donner. Donc il écrit son numéro de téléphone sur un petit bout de papier que je garde. Et à ce moment-là, peu de temps après, je pense, j'ai rencontré mon futur mari et on décide de quitter la France pour faire un voyage initialement d'1 an pour partir jusqu'en Chine en voiture. Et je pars avec ce petit morceau de papier dans ma poche, avec le projet, quand on passe au Vietnam, sur le chemin de la Chine, on s'arrête et je téléphone à cet artiste pour apprendre la langue. Ça, c'est le projet. Et donc là, mon rêve devient réalité. On arrive à Hanoï, après un long voyage. Je vous ai énuméré les pays qu'on a traversés en voiture avec une vieille Range Rover. On arrive à Hanoï, je téléphone à ce peintre qui habite dans un appartement très, très vétuste, très très simplement. Et puis il m'explique que lui, il n'a pas envie, ou il peut pas, enfin il veut pas m'enseigner la laque, mais qu'il connaît un peintre, qui peut. C'est un mauvais peintre, il me dit.
il est mauvais, mais il est bon en technique. Lui, il peut t'aider. Donc voilà comment je suis arrivée chez monsieur Pham Chin Chung, à droite. Et c'est lui qui m'a... En fait, lui et plus sa femme. J'ai pris des cours particuliers avec eux. Et rapidement, ce que j'ai compris, c'est que on pensait y passer 3 mois à Hanoï et puis continuer notre route vers la Chine, parce que c'était en fait la destination. D'ailleurs, entre-temps, on pensait aller jusqu'au Japon. Mais on s'aperçoit qu'en quelques mois, enfin moi je m'aperçois que j'apprendrai rien, ça suffit pas. Je comprends que c'est compliqué la LAC et que si vraiment je veux apprendre, bah, il faut rester plus longtemps. On s'aperçoit aussi que le Vietnam est beaucoup plus développé que ce qu'on pensait. Il y avait certes, il y avait déjà Internet à l'époque, on n'avait pas vraiment fait de recherche, on avait mal préparé notre voyage, pour être honnête. Et donc on était assez étonnés, oui c'est ça, d'arriver, de s'apercevoir qu'en fait il y avait plein de boulot si on en voulait, il y avait plein de choses à faire. Et en fait, on n'est pas reparti. On s'est installé à Hanoï pendant 4 ans et demi. Et pendant ces années-là, j'ai d'abord pris des cours et puis rapidement enseigné la LAC. Peut-être après 2 ans, j'ai commencé à enseigner d'abord à une amie comme ça, qui avait également fait les arts déco d'ailleurs, quelques années après moi. Et puis ensuite une autre amie qui me dit « Mais tu sais Marido, vraiment les gens ici, les expatriés, ils ont envie d'apprendre la LAC, mais ils n'ont pas envie d'aller s'accroupir sur un petit tabouret, apprendre à parler vietnamien pour aller prendre les cours avec le peintre ou la peintre. Tu serais l'interface parfaite en fait. » Bon, donc elle m'a convaincue, parce que j'étais pas très à l'aise dans mes chaussures quand même de devenir prof, alors qu'il y avait des gens qui étaient quand même beaucoup plus calés que moi. Mais en fait, finalement j'ai trouvé ma place. Et en effet, j'étais un petit jalon comme ça, entre la culture et les gens qui recherchaient une occupation, qui étaient curieux d'une activité liée à la coutume locale. Et puis on passait des bons moments, et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner la LAC. Depuis... N'oublie pas Zéphyr quand même, non? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai pas mis les photos, Jean-François, mais merci de me rappeler. Donc, au Vietnam, est né notre premier enfant, Zéphyr, qui est né en 2002, du coup, 1 an après notre arrivée au Vietnam. J'ai continué à enseigner et à la fois à expérimenter, parce que c'est ça toute l'histoire, c'est d'expérimenter des techniques. Je vais vous montrer un petit peu plus tard d'autres images. Et cette image-là, c'est pour vous montrer que... Donc, on est là en 2023. La photo d'en bas où je suis bien fatiguée a été prise en 2023. Je suis en train déjà de retaper la maison qu'on a achetée. Et en fait, j'ai continué à me former finalement en rencontrant des peintres au fur et à mesure de mes voyages. Je suis revenue maintes fois au Vietnam. J'ai rencontré ce peintre-là, Thuy, qui m'a beaucoup influencée. En fait, ça a été vraiment un tournant dans ma production. Ici, on voit en haut à droite une japonaise qui s'appelle Sakurako Matsushima, qui a créé, vous pouvez lire au-dessus, le Asia Lacquer Craft Exchange Research Project. Donc c'est en fait une association, un groupement d'artistes et d'artisans sur l'Asie qui utilisent la laque végétale. Et c'est une initiative en fait du Japon, de l'université du Japon, et pour organiser des rencontres annuelles chaque fois dans un pays différent en Asie, entre artistes et artisans. Et moi je suis arrivée là en 2018, et ça m'a permis de rencontrer d'autres artistes, parce qu'en vivant au Laos, en étant fixée à Vientiane, je me sentais quand même assez isolée. Et en bas, c'est Jib, qui habite à Chiang Mai, qui est une artiste designer mariée à un Français originaire d'Albi. Et elle était le mois dernier
à Albi. Donc je l'ai vu. Donc, qu'est-ce que c'est que la laque? Donc la laque, c'est la résine des arbres à laque. Il y a 3 variétés de l'arbre du sumac qui pousse entre de la Chine, sud-est asiatique, Corée, Japon. Donc en fonction des latitudes, on a plus un Rhus vernicifera. Là par exemple, c'est un bouquin de l'époque des colonies françaises. Alors je ne pourrais pas vous dire la date. Un petit peu plus au sud, on a le Glutaeusitata, par exemple Birmanie, sud du Laos et Cambodge. C'est une autre variété d'arbres. Mais le principe est là, c'est un vernis naturel qui provient des arbres à laque. Et la propriété de la laque végétale, c'est de résister à l'eau, de résister aux acides, de résister à la chaleur. Donc là, on a le Rhus vernicifera. On peut voir le geste de la collecte de la laque. Donc, en fonction des pays, on va utiliser un coquillage, un bambou, incisé d'une manière ou d'une autre, en fonction du pays, en fonction de l'arbre aussi. Donc là, c'est en Chine, en l'occurrence. Et ça, c'est le Glutaeusitata. Cette photo est prise près de Siem Reap. Alors, la petite histoire, quand même, parce qu'elle elle est vraiment belle. C'est monsieur Eric Stoker, qui est un Français qui est installé à Siem Reap depuis peut-être, je dirais 25 ans, comme ça, à la louche, mais c'est peut-être plus. Et il a fait revivre, en fait, la tradition de la laque végétale. Il a pas mal travaillé dans la restauration, d'ailleurs, je crois, des dorures d'églises, de chapelles dans les Pyrénées, il m'avait dit une fois. Et il a essayé de retrouver, donc évidemment, il n'y avait plus de production de laque quand il était arrivé au Cambodge, après les événements, et il a retrouvé, d'une part, où poussaient les arbres. Il a repéré une région où il y en avait pas mal, et il a retrouvé un vieux monsieur qui, quand il était jeune, récoltait la laque pour les Français, parce que les Français exportaient beaucoup de laque pour, d'après ce que j'ai compris, par exemple, imperméabiliser aussi les avions, les toiles des avions pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, vous voyez d'ailleurs là, entre parenthèses, c'est des bambous qu'on utilise, et pas des coquillages. Et donc, Eric Stoker, il a fait renaître quand même une tradition. C'est encore fragile, et ça a été encore plus fragilisé par le Covid, l'arrêt du tourisme, qui est un robinet complètement nécessaire à ce genre d'artisanat. Donc là, c'est pour vous montrer une illustration donc, de ce bol en bois sculpté, voilà, qui date du néolithique. Donc c'est pour montrer la durabilité de la laque, de ce produit-là, naturel, qui est quand même assez impressionnant. Apparemment, on a même retrouvé des objets dans des tombes où le bois, le support était inexistant, avait été mangé par les âges, mais la laque subsistait. Donc, la laque, c'est une technique, oui, compliquée, longue. Donc, la grande idée, c'est qu'il y a beaucoup de couches. Donc, plus les couches, dans les premières couches, on utilise une laque qui n'est pas raffinée, qui est en gros la laque crue qui sort des arbres, qui a été filtrée bien sûr, mais on va superposer des couches d'abord mêlées de cette laque crue avec parfois de la sciure, parfois de la cendre, parfois de la bouse de buffle séchée et tamisée. En fait, il y a une charge mélangée à cette laque crue, et le principe, c'est qu'on veut aplanir, remplir les trous. Donc par exemple, on peut laquer une vannerie. Une vannerie peut être laquée. Ou n'importe quel bois, à partir du moment où on va
remplir des aspérités comme ça, avec ces couches successives. Et plus on avance dans le travail, plus on utilise la laque qui est raffinée. Une laque raffinée, c'est en fait la laque crue qui a été malaxée pendant des heures. L'eau s'est évaporée, reste la laque raffinée. Donc soit elle est dite claire, c'est-à-dire qu'elle est translucide, soit si elle a été malaxée avec un objet en métal, il y a eu une oxydation, elle est devenue noire. Donc on a la laque crue pour les apprêts, qui n'est pas brillante. On a la laque claire, qu'on peut mélanger avec des pigments pour avoir des couleurs. Et puis la laque noire. Donc je ne vais pas m'appesantir trop longtemps sur la technique, mais en gros, une fois qu'on a terminé l'après du support, ça peut être du bois, ça peut être du bambou, ça peut être, même j'ai essayé, ça peut être du métal, de la céramique. Le verre, non, parce que il faut que ce soit quand même un petit peu poreux. J'ai essayé du plastique. J'ai laqué ma brosse à dents. Bon. En tout cas, une fois qu'on a atteint un noir, qui n'est pas forcément brillant, qui peut rester mat, on peut appliquer des couches de couleur. Et ce qui est intéressant avec la laque, c'est du coup, par exemple, dans cette image-là, on a des petits points de laque noire qui ont été faits. Ou bien ça pourrait être, admettons, on passe une couche de laque noire fraîche et puis on peut projeter des gouttes d'eau sur cette laque. Les gouttes d'eau vont sécher et vont laisser des cratères. L'idée, c'est qu'on va poser quelque chose d'irrégulier. On va créer une irrégularité, par exemple en noir, mais ça pourrait être une autre couleur. Et ensuite, on va recouvrir d'une couleur, d'une autre couleur. Donc là, c'était des points noirs, recouverts d'une couche de vert. Puis, une fois que c'est sec, recouvert d'une couche de rouge, puis recouvert d'une couche de jaune. Et ensuite, c'est poncé avec une cale, du papier de verre, de plus en plus fin. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une coupe transversale de tout ce qui s'est passé. Et puis, on a donc là, on va avoir des points noirs, environnés de vert dans l'ordre, environnés de jaune, de rouge, puis de jaune. Voilà. Et donc on obtient des matières, on obtient en fonction des tableaux, en fonction de la composition, des matières comme ça complexes, mais lisses et potentiellement brillantes. On peut choisir si on veut mat ou brillant. Et j'ai oublié de vous dire une chose très importante aussi, c'est que la laque ne sèche que dans un environnement humide et chaud. Autour de 24 degrés, et il faut à peu près 70% d'humidité. Évidemment, il y a toute une fourchette là-dessus. Donc ça veut dire qu'entre les couches, il faut attendre 1 ou 2 jours, ça dépend du pigment qu'on a utilisé. Donc c'est long. Surtout le ponçage. Et juste un petit peu en haut, on peut voir qu'on peut aussi incruster des matières dans ces couches de laque. On peut incruster des coquilles d'œufs, de la nacre, des métaux, des feuilles d'argent, de la poudre de coquilles d'œufs, de la poudre de nacre. Donc tout ça pour raffiner les textures. Je voulais aussi faire une parenthèse sur le kintsugi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images comme ça de kintsugi. Ça revient, c'est assez tendance en ce moment. Et donc la particularité, c'est que c'est un art traditionnel japonais où on utilise de la laque végétale. Donc je me suis formée là-dessus, parmi d'autres choses sur la laque, pour pouvoir enseigner des ateliers et puis pratiquer moi aussi le kintsugi. Donc juste quand même pour continuer, donc l'idée c'est que un objet cassé, plutôt que de s'en séparer, de le jeter, on va le restaurer et en fait le rendre encore plus beau une fois fini. Et on va souligner les cassures plutôt que de les gommer, souligner les cassures et les souligner avec un trait avec de la poudre d'or. Ce qui donne ces graphismes-là.
Alors, la laque végétale, initialement, on voit qu'elle date du néolithique. Sa fonction première, c'était d'imperméabiliser les objets, en fait, la vaisselle en bois, en bambou. Donc, pendant des millénaires, en réalité, en Asie, on a utilisé ce vernis naturel pour protéger les objets. Donc, d'une part, depuis les années 80, on observe une diminution de l'utilisation de la laque végétale parce que c'est long, c'est long à collecter, c'est allergène en plus, ça j'ai oublié de vous le dire, ça file des boutons sur la peau si on le touche un peu trop, donc c'est pas rapide, c'est un peu cher, donc c'est pénible. Du coup, quand on veut produire rapidement et qu'on veut faire des objets pour les vendre aux touristes qui veulent le meilleur prix, inévitablement, on a vite glissé des productions de laques végétales vers les laques synthétiques. Donc à droite, vous pouvez voir des objets, l'artisanat que vous pouvez voir à Hanoï, par exemple, au Vietnam, vous êtes sûr qu'à 95%, c'est de la laque synthétique. Ça brille, c'est passé au pistolet, donc les couches sèchent rapidement. Il n'empêche qu'il y a tout un travail de design, de décor, mais il faut bien juste savoir que c'est de la laque synthétique. Et puis à gauche, je voulais juste vous montrer un étal dans un marché d'invasion du plastique. Donc au Laos, il n'y a plus de lac au Laos. Alors selon les personnes à qui j'ai pu poser des questions, en gros, mais bon, c'est comme vous achetez une écharpe en soie, si c'est de la soie, c'est de la soie, si c'est du synthétique, c'est du synthétique, c'est une belle écharpe, mais c'est pas la même chose. On veut juste savoir ce qu'on achète. Le problème, c'est que évidemment, il y a beaucoup de fumée autour de tout ça, du mensonge, mais oui, c'est de la vraie laque, bon, et c'est dommage. Donc ça, c'est mon atelier à Vinciane. Vous voyez qu'on s'amusait bien. Où j'ai donné des cours de peinture en laque, des stages. Et c'était un grand bonheur. Voilà, c'était un bel endroit. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits comme ça à Vinciane. Honnêtement, Vinciane, c'est une petite capitale assez poussiéreuse, pas aussi dynamique, évidemment, que Hanoï, que Phnom Penh, que Bangkok. Enfin, je veux dire, toutes ces capitales autour, elles ont 20-30 ans d'avance, quoi, sur le Laos. Donc, au niveau activité, il n'y avait pas 36 000 trucs à faire à Vinciane. Et ça intéressait bien les gens, en fait, de venir pratiquer des ateliers créatifs chez moi. Maintenant, honnêtement, j'avais pas de Lao. C'était des expatriés qui venaient. Parce que c'était pas dans la... C'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment rare d'avoir des Lao. Ils ont pas... C'est pas encore dans la culture d'aller dépenser de l'argent pour se divertir en faisant de l'art. Plutôt d'aller faire du shopping en Thaïlande. Est-ce que je vous montre ça? Non, je vais vous montrer celle-là d'abord. Je vous ai montré tout à l'heure la photo en fait, il s'appelle Hué, le Vietnamien qui était sur la gauche. Et j'étais allée passer quelques jours chez lui et sa femme Tuyette, ils sont près de Hué, pour apprendre en fait à mieux préparer les supports, parce que j'avais fait une impasse, je ne savais pas bien préparer les supports. Donc j'avais envie de revoir ces gens-là que j'avais vus brièvement, et il m'a dit oui, bien sûr, viens quand tu veux, pas de souci. Donc très simplement, j'y suis allée, j'ai passé quelques jours. Et c'était passionnant, quoi. Moi j'avais l'impression d'être devant un couple comme Frida Kahlo et Diego Rivera. Enfin, ils étaient tous les deux en pleine... je sais pas, comme dans un univers, ils avaient construit leur maison qui était pleine de mosaïques, pleine de sculptures en céramique et pleine de lacs. Donc c'était une production, je sais pas, comme une fontaine d'inspiration, ces gens-là. Et
crois qu'il était un petit peu, fâché, ou je sais pas, il y avait des tensions entre lui puis le monde de la laque, quoi, les artistes laqueurs vietnamiens. Et puis il m'a dit, mais tu sais Marie-Do, la technique de la laque, c'est bien gentil, mais tu fais ce que tu veux au fond. Tu t'en fous de ce que tu as appris. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'on t'a appris. Enfin, tu fais ce que tu veux. Et puis je me suis dit, ah ouais, ah bah ça... Et là, je me suis dit, mais donc, c'est pas seulement de la peinture, donc je peux vraiment expérimenter des choses. Et puis alors, c'est là que j'ai commencé à laquer, tiens, je vais essayer sur du plastique, et puis je vais essayer sur du métal, et puis je vais essayer des trucs, tiens, plus légers, parce que c'est un peu lourd aussi, les tableaux de laque. Qu'est-ce que je pourrais faire qui soit aller vraiment vers la simplicité, et là je me suis dit, mais je pourrais laquer tiens, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je peux laquer des fruits encore frais, et puis je laisserai un petit trou, puis après je les mettrai dans la nature, puis les fourmis vont venir tout bouffer, puis il ne restera plus que la laque. Donc ça, j'ai pas fait encore. Et autrement, je me suis dit, tiens, mais je peux prendre des feuilles fraîches, et puis je peux peut-être... le tissu qu'on met au début, je ne sais pas si vous avez vu au début, on commence d'apprêter le support avec une couche de tissu en fait sur le bois qui va bien maintenir tout ça. J'ai mis le tissu, je peux le mettre sur des feuilles fraîches, et puis je peux commencer à laquer, puis quand elle va faner, je jetterai la feuille, puis en fait c'est ce qui s'est passé. Et j'ai continué à laquer, du coup, recto, verso, ce morceau de tissu qui avait moulé une feuille fraîche. Donc au début, j'ai commencé sur des feuilles assez rigides et pas très grandes. Après, j'ai fait un essai sur une feuille de l'arbre du voyageur qui poussait en bas de chez nous. Je ne l'ai jamais vraiment terminée, celle-là. Elle est trop grande. Mais bon, en tout cas, elle avait bien commencé. Et puis le travail continue, parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, avec le projet de venir vivre en France, je me suis dit, bon, très bien, mais on n'a quand même pas tout fermé là-bas. J'ai encore une assistante que j'ai formée en fait pendant toutes ces années-là, qui est hyper bien formée en fait, parce que année après année, mois après mois, enfin tout simplement, tranquillement, elle est venue, elle a continué à bosser, et puis je crois qu'elle aime ça. Elle n'a pas elle-même de velléité de création. Et donc, moi j'ai voulu préserver son emploi, son savoir-faire, et puis je ne sais pas trop où ça va me mener, mais en tout cas, j'ai laissé plein de moulages, de projets qu'elle avance. Donc moi j'initie, je commence des sculptures, je commence des moulages, et puis en fait elle bosse, et tous les jours en gros elle m'envoie des photos, les WhatsApp de tout ce qu'elle a fait. Donc moi je continue à acheter le matériel au Vietnam, je le fais livrer dans mon atelier, ça continue. Et puis je les récupère, là j'y suis allée cet hiver, j'ai pu y aller, j'ai récupéré tout un lot de feuilles, et puis je vais les finaliser ici, les continuer en fait. Et puis, alors j'ai pas l'image sur le diaporama, vous pourrez voir sur les cartes de visite, d'une image d'une feuille finalisée comme ça. Ça c'en est une autre, une feuille. Donc ça c'était quand je suis allée à Shanghai, juste avant la grande exposition dont on parlait tout à l'heure. 2019. C'était 2020 ou 2019 du coup? C'était en 2019 je pense. Hein. Ah bon alors ok d'accord. Donc moi je parlais d'une autre expo qui a eu lieu en 2019. Pardon. Donc grâce à Sakurako Matsushima que j'ai montré tout à l'heure, que j'avais rencontré, j'ai été conviée à joindre une exposition de groupe, et le symposium en fait qui se passait en 2018 à Siem Reap au Cambodge, via Eric Stoker que j'avais rencontré un peu comme ça parce qu'il est français, puis ça s'était su, tu connais, il y a un français qui fait de la laque aussi au Cambodge, donc Eric Stoker m'avait dit viens, il y a un symposium, je l'organise, ça se passe ici chez moi, enfin en gros je l'organise avec Sakurako, viens. Donc là
J'ai rencontré tous les laqueurs d'Asie, c'était merveilleux. Et puis après, j'ai été conviée, année après année, moins le Covid, aux différents symposiums. C'est-à-dire que je suis allée d'abord à Siem Reap au Cambodge, et puis là, c'était à Shanghai. Puis la troisième fois, c'était à Tokyo en septembre. Et donc, c'est l'occasion c'est des mini-conférences, des démonstrations, on peut voir des œuvres que les gens sont venus présenter. C'est toujours très, très, très riche, quoi. C'est vraiment passionnant pour moi, en tout cas. Enfin, pour tout le monde, je pense. Donc ça, c'était à Tokyo. Et j'ai présenté une grande peinture, en fait, laquée, qui est là-haut. C'est des fils électriques. C'est un poteau électrique. Et le blanc que vous voyez, c'est la coquille d'œuf, des incrustations de coquille d'œuf. Et puis, il y a cette sculpture-là qui doit faire, en fait, c'est une tige de palmier que j'ai sculpté, en fait, et puis laqué. Et présenté sur sur une belle pièce de bois. Et ça fait partie, du coup, de ma nouvelle collection, quoi, de végétaux. Donc, on va dire que j'ai deux directions maintenant, qui est la peinture et la sculpture. Là, je vous partage quelques images de ma dernière exposition que j'ai faite à Vientiane, donc je l'ai appelée Viensun. Ça parle vraiment de la lumière, du soleil, soleil levant, soleil couchant. J'ai essayé de simplifier, il n'y a pas beaucoup de couleurs en fait, il y a des contrastes forts. Mais quand on connaît la lumière du Laos, la chaleur, c'est ça ce que j'ai voulu partager, quoi. Donc ça, c'est une grande avenue à Vientiane qui s'appelle Lansang. Là, je tourne le dos au Patuxai, qui est l'équivalent de l'Arc de Triomphe. Et là, je suis sur les Champs-Élysées, en fait. C'est un coucher de soleil, là. Donc pour moi, le moyen d'avoir des forts contrastes, en fait, c'est d'utiliser de l'or. Donc là, c'est de l'or 24 carats appliqué dans les dernières... après le ponçage, quoi. Donc j'aime bien travailler en diptyque ou en triptyque parce que ça permet d'avoir des formats qui sont pas très grands, mais du coup ça voyage mieux, c'est plus facile. Et là, il y a un tuk-tuk, une scène de rue, et c'est un bâtiment des années 70 à peu près, un petit peu dans le style Bauhaus, qui est vraiment typique du centre-ville de Vientiane, qui n'est pas une très belle ville, mais qui a énormément de charme. Je vais terminer, je ne sais pas l'heure qu'il est, je ne sais pas si je suis en avance en retard. Donc, vous avez vu la dernière expo que j'ai faite à Vientiane. Donc, ce qui s'est passé, c'est un choix, vraiment une envie profonde, oui, de revenir vivre en France, de raccrocher avec plein de choses qui comptent pour moi. Tout de même, les enfants, entre-temps, avaient grandi. Donc, il y avait eu un garçon au Laos, au Vietnam, le premier qui était né en 2002. Ensuite, notre fille est née quand on est parti au Canada, mais ça, j'en ai pas parlé, des 4 années au Canada. Donc, on a une fille qui est née au Canada en 2006. Et puis ensuite, on a décidé de quitter le Canada pour aller vivre au Laos. Et donc là, on a un 3e enfant qui est né en 2011. Et du coup, entre-temps, on est là en 2023, donc les enfants grandissant, prenant le chemin du lycée et puis finalement des études supérieures. Ça aussi, je veux dire, le temps de vie des enfants petits, c'était merveilleux d'avoir des enfants petits en Asie et à Vientiane, mais finalement, je pense que c'est bien de se translater, de se transposer vers la France. Moi, en tant qu'artiste aussi, je pense que je vais avoir plus d'opportunités. Enfin, je pense, oui. Peut-être c'est discutable. En tout cas, on a acheté une maison à Saint-Antonin-Nobleval, donc c'est à 1h15 au nord-est de Toulouse, qui
qui permet d'ouvrir une galerie, un atelier, puis qui permet d'y vivre. C'est un très beau village, donc après avoir vécu à Vinciennes, on n'était pas prêt à venir dans une grande ville, de subir les pressions d'une ville. On voulait... Enfin, on est dans un très très bel endroit. Et puis, ça c'était important que ce soit beau. Et donc c'est une ancienne crêperie, assez sombre, mais que je vais... on y travaille beaucoup là, dans toute la maison. Et donc le plan c'est d'ouvrir la galerie et le studio cet été. Et de profiter de la saison touristique aussi, qui va battre son plein pendant l'été. Et donc de continuer une vie de création ici, sans pour autant couper complètement avec le Laos. De toute manière, ma matière première vient d'Asie. Donc, moi, j'ai laissé des jalons au Laos. On va voir si c'est réaliste, comment ça se passe, de maintenir les deux qui roulent, les deux antennes comme ça. Et ce qui me paraît... Ah oui, ce que je voulais vous dire, je fais aussi partie d'une association de laqueurs français, parce que donc en Europe, il y a la laque européenne aussi, qui est une laque qui a été mise au point dans le XVIIe siècle. En fait, quand il y a eu tous ces bateaux, toutes les arrivées les commerces se sont développés, donc les meubles, les objets sont arrivés d'Asie, et il y a eu une fascination des Européens face à ces paravents brillants, ces matières qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils ont cherché à... Bon, d'abord ils ont importé, mais c'était quand même un peu long, un peu risqué, évidemment. Et puis ils ont mis au point des vernis ici, et donc la laque européenne est née à cette époque-là. Donc en fait on a aussi toute un foyer, enfin beaucoup de gens, d'artistes qui utilisent aussi d'autres lacs. Et puis il y a eu aussi les lacs synthétiques mis au point pendant la Première Guerre mondiale. Et de toute manière, toute lac, le principe c'est de protéger et d'embellir. Que ce soit le bol du néolithique ou une carrosserie de carrosse ou de voiture ou de la laque / peinture, c'est fait pour embellir, protéger, imperméabiliser. Donc il y a toujours un aller-retour entre le monde de l'industrie, de la chimie, et le monde artistique. Et les artistes vont aller piocher dans tous ces produits-là pour leur création. Donc la laque, c'est une technique. On peut imaginer... Peut-être la première idée qu'on a, c'est un paravent chinois brillant, incrusté de nacre, oui, mais ce n'est qu'une technique, donc on peut faire ce qu'on veut avec une technique. Voilà, je crois que j'ai terminé. Ça, c'est en fait, c'est le plus grand tableau que j'ai fait, parce qu'il fait 1 mètre de haut, qui fait 50 cm de large pour chaque panneau, donc on a quelque chose qui fait 1,50 m de large, et toutes les parties blanches, là, c'est de l'incrustation de coquilles d'œufs et de nacre. Attends, je vais tirer. Donc, c'est vous dire que c'était une œuvre majeure. Attends, on va la flèche. Et le Laos s'appelait le pays des millions d'éléphants. Donc c'est vrai que c'est un animal qui est très important dans l'histoire, l'iconographie, dans tout. 1,50 m de large sur 1 mètre de haut. Il y a un très très beau centre de conservation des éléphants dans le nord. Dans le nord-ouest du pays, et j'y suis allée avec maman, on y était ensemble avec Guillaume et les enfants, et c'était extraordinaire, frappant. Je pense pour toutes les personnes qui vont là ne peuvent qu'être frappées de la puissance de cet animal. Et puis c'est une rencontre dans la nature, voilà, on n'est pas au cirque quoi là-bas, et donc ça m'a quand même
frappé et j'ai voulu bien sûr en parler en peinture et la peau d'éléphant, les rides, c'était enfin, au niveau du graphisme c'était extraordinaire et voilà, je me suis fait bien plaisir à faire ces triptyques, ce triptyque. À partir de photos, d'observations sur le moment, je dirais surtout à partir du ressenti, quoi. Ça c'était important. Ça c'est d'autres tableaux, donc inspirés plus de la faune du Laos. Donc on a une aile de papillon à droite. Après ce tableau-là, j'ai fait une série de feuilles de papillon. Je connais une personne dans la salle. Il y a un tableau de cette série-là qui est à Tarbes. Pas à Tarbes, au Rince. Et à gauche, ce qu'on peut voir, c'est des poissons séchés. Il y a à quelques heures au nord de Vientiane, il y a un village au bord d'un énorme lac, d'une énorme retenue d'eau, où ils font du poisson séché. Et chaque fois qu'on passait, on traversait ce village, je me dis, mais ils sont incroyables ces poissons. Ils ont exactement la couleur de la laque, en fait. Et donc j'ai pas mal travaillé sur les poissons comme ça. Je crois qu'il y a un autre poisson qui se promène pas loin de Tarbes d'ailleurs aussi. Alors ça c'est un tableau qui s'appelle Donchan Bridge. C'est une vue de Vinciane. Donc quand je suis arrivée, il y avait une île en fait en face de Vinciane, qui était reliée à la terre par une passerelle, comme ça, une vieille passerelle en bois et métal. Pendant la mousson, le Mékong grandissait et du coup, là, c'était inondé sous le pont. Sinon, ça devenait des vergers magnifiques, il y avait des plantations. Et donc, il y avait 3 villages qui existaient sur cette île-là. Quelques années après, donc peut-être en 2012, je dirais, il y a eu un projet de développement de la ville. Ils ont chassé les villageois et construit des grandes villas. Ils ont construit un canal à la place de ces vergers, construit des villas de luxe à la place des villages, et ils ont démonté cette passerelle. Cette passerelle, en fait, elle avait été construite par Gustave Eiffel. Parce que Gustave Eiffel a quand même travaillé dans les colonies à l'époque, et notamment le pont Langbian à Hanoï est de Gustave Eiffel. Donc là, certes, ce n'était qu'une petite passerelle, mais quand même de Gustave Eiffel, ils l'ont démonté, pas de problème. On ne sait pas où elle est. Ah oui. Et ça c'était donc tout ça c'est une série, oui, inspirée par Vinciane. Donc ça c'était à partir d'une tablette votive dans un temple de Luang Prabang que je trouvais assez impressionnante. Enfin, graphiquement c'était très beau et moi j'aime bien parfois, je vois quelque chose de beau en fait et j'ai envie de le restituer en lac. Je me dis tiens, qu'est-ce que ça donnerait en lac, ça? Comment est-ce que je le transposerais? Et alors pourquoi est-ce que je m'arrête sur certains objets plutôt que sur d'autres? Je me serais bien normal de l'expliquer en fait. Alors, ouais, mais ça c'est. J'ai fait toute une série, donc j'ai raconté que. Non, on va en parler, on va jusqu'à minuit. Il est 6h05, on a encore droit à des questions, je suppose. Donc. Au bout d'un moment, on en a eu marre du Vietnam quand même. Donc il a été nécessaire pour notre équilibre de s'extraire de l'Asie et de retrouver un mode de vie plus occidental. Donc on a fait le choix d'aller vivre à Toronto, au Canada, parce que mon mari est canadien, il vient de Toronto. Donc on est allé au Canada pour initialement, pour s'y réinstaller. Enfin, on n'avait pas décidé d'y passer 4 ans. En réalité, on y a passé 4 ans. Et donc pendant ces 4 années, j'ai eu ma deuxième fille, enfin mon deuxième enfant, et j'ai produit quelques tableaux, mais vraiment pas beaucoup, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un studio là-bas avec une amie associée québécoise,
et tout le temps passé à s'occuper, à monter ce business, cet atelier, s'occuper des enfants, ben en fait, j'avais pas le temps de peindre, j'avais pas le temps de produire. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon quand même, il faut que j'y arrive parce que maintenant je vais devenir folle. Donc j'ai produit une série de tableaux, pas beaucoup, mais juste assez pour faire une petite expo. Entre-temps, les 4 ans étaient terminés, puisque la LAC c'est long. Et on avait décidé de repartir en Asie, au Laos. Et j'ai fait un tableau, à cette époque-là, qui représentait ce carrefour-là, un tableau qui ressemblait à celui-là. Je l'ai vendu à un collectionneur américain, dont j'ai perdu complètement les coordonnées. J'ai jamais retrouvé les coordonnées de cette personne-là. Et puis, quelques années après être installée au Laos, j'ai eu vraiment envie en fait de terminer ce travail que j'avais commencé à Toronto, qui pour moi n'était pas terminé. Je voulais vraiment représenter cette ville, c'était important pour moi. Et donc j'ai monté un projet, j'ai convaincu l'Alliance française de Toronto d'accueillir une exposition que moi je produirais en partie au Laos et en partie au Canada pendant un été. Donc d'accepter une exposition, enfin, j'ai décroché une exposition, voilà, à l'Alliance française de Toronto, ce qui n'était pas simple. Et donc en étant déjà résidente au Laos, j'ai produit toute une série, je sais pas, peut-être, enfin j'ai 15 lacs, ce qui est beaucoup. J'ai fait tous les arrière-plans en fait au Laos. J'ai amené tous ces tableaux pendant un été au Canada, avec les enfants, le mari, les valises, d'où les triptyques et les diptyques, ça rentre plus facilement dans les valises. Et pendant tout un été, j'ai travaillé à la feuille d'or, en fait, à la feuille d'or, aux miettes d'or, au repiqué noir, et j'ai précisé, en fait, j'ai plaqué des scènes de rue sur mes arrière-plans qui avaient été réalisés à Vinciane. Et puis ensuite, j'ai fait mon exposition dans les mois qui ont suivi à Toronto. Et cette technique-là de fort contraste, de grandes perspectives comme ça, de représentation d'architecture de ville, c'est quelque chose que des années après, avant de quitter Vinciane, que j'ai eu envie de reprendre. Alors c'était plus les câbles du tram dans le ciel, mais c'était les fils électriques que je retrouvais à Vinciane. Mais on voit un lien quand même assez fort entre les deux séries, quoi. Et la poudre d'or, là, ça coûte très cher? Oui, ça coûte cher. Combien ça coûte? Ça coûte... mince, combien ça coûte? Non, parce que moi j'achète ça en gros... alors j'achète des feuilles d'or moi j'achète des camions. J'achète en Chine, en fait. De différents carats, ce qui me donne différentes tonalités d'or. Et quand je vais investir $500 pour acheter tout un lot d'or, quoi, parce que c'est un grossiste. Et pour le kintsugi, par exemple, qui est la réparation de céramique, donc là j'achète de la poudre d'or qui est extrêmement fine, j'achète ça au Japon, je crois que c'est peut-être 80 €, quelque chose, le gramme. Voilà. C'est le travail sur Toronto. Ça c'est une vue de Toronto depuis c'est le lac Ontario, vue de Ward Island qui est l'île, une des îles en face de Toronto. C'est une vue assez iconique de la ville qui fait très Amérique du Nord et en fait toute l'incrustation claire là au centre du tableau c'est de la coquille d'œuf en fait. Vous savez, quand je vous parlais des couches successives, on marque une matière sur la première couche, juste pour vous indiquer, par exemple, tout ce fond de mer, là, j'ai commencé par des couches plus sombres, où j'ai étendu du film alimentaire, du plastique, en fait, qui laisse des traces de plastique étirées, et ensuite, en retirant le plastique, ça laisse toute une matière de bulles, mais
c'était aussi ce principe-là sur la peau d'éléphant. Et ensuite, en recouvrant de couches plus claires, et ensuite au ponçage, on obtient des matières, comme ça, des mélanges des graphismes en fait qui se créent. Vous devez laisser sécher entre chaque couche? Oui. Oui, il faut laisser sécher. C'est très long. Oui, c'est long. En fait, c'est pour ça que quand on commence un tableau, il faut savoir qu'on va y passer 2 mois, par exemple. Donc on travaille sur plusieurs tableaux en même temps, ce qui veut dire qu'on va travailler sur des collections, en fait, des séries. Ça donne envie de faire des séries. Mais les couches se superposent dedans, il y a différentes hauteurs. Parce que... On peut faire des couches. Pour faire là, vous avez apparemment passé du noir, ensuite du bleu. Oui. Du bleu. Ouais. Et ensuite, après, les autres, donc, ça fait comme une 3e couche. C'est ça. En général, après avoir la succession de couches d'après, puis les couches de noir qui ont été poncées les unes entre les autres, on va utiliser au minimum 3 couleurs les unes sur les autres. 3 couches de couleurs. Après ça, si on veut, on peut venir pour appliquer de l'or, de la feuille d'or, de la poudre d'or. Et si on veut, même avant d'avoir passé les couleurs, si on veut incruster de la coquille d'œuf, là on peut, avec un genre de cutter, évider la zone dans laquelle on veut incruster, évider la dernière couche, les 2 dernières couches de laque, on gratte, on incruste, on colle, en fait, avec de la laque, la coquille d'œuf ou la nacre, et puis on va recouvrir avec une couche de couleur, et puis on va poncer. Ouais, c'est encore une image de Toronto dans cette série-là. Ce brun-là qu'on voit en haut, cette couleur ambrée, en fait, c'est la couleur de la laque elle-même, de la laque claire, qui n'a pas de pigment, qui n'a pas de mélange de pigment, qui est appliquée sur un fond de feuilles d'argent. Parce que si on met de la feuille d'argent, si on met de la feuille d'argent sans les recouvrir de laque, l'argent va s'oxyder, il va noircir. Il va noircir assez vite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au Musée national à Hanoï, où on voit beaucoup de laques qui datent des années 60, 70, ou plus récentes ou un petit peu plus anciennes, on voit par exemple qu'ils ont travaillé des visages à la poudre d'argent, recouverts d'une couche de laque, mais malgré ça, l'argent s'est oxydé quand même. Et une chose intéressante aussi, c'est que cette couleur ambrée là, qui est assez forte quand même, assez intense, la laque en vieillissant s'éclaircit. Alors que par exemple un vernis va plutôt s'assombrir, jaunir. Les couleurs en laque vont au contraire se vivifier parce que la laque elle-même s'éclaircit. Donc par exemple ce fond-là, aujourd'hui, il doit être beaucoup moins brun, quoi, beaucoup plus clair. Et c'est ça ce qui n'est pas évident aussi quand on utilise la laque végétale, c'est que par exemple on termine un tableau, on termine le poncé, et puis il est quand même sombre. Et puis les remarques autour sont ouais, c'est bien ce que tu fais, mais c'est sombre quand même. Et il faut l'accepter, avoir confiance. Bon déjà, moi c'est ma matière, donc je sais que ça va s'éclaircir, mais il faut vraiment avoir cette patience, mais ça se compte en années. C'est comme un vin, en fait, le vin va se bonifier, va se transformer, c'est une matière vivante. Mais la laque aussi. Alors qu'une laque synthétique, elle va rester fixe, c'est du plastique. Ah, ça c'est un tableau qui est sur le bouquin là. Ça c'est encore une autre expérimentation, là c'est de la laque sur du tissu, sur toile en fait. Ce qui fait que c'est beaucoup moins lisse qu'un bois. Le bois, en fait, c'est complètement lisse, donc ça peut être super brillant. Donc ça veut dire aussi qu'on peut maîtriser beaucoup plus tous les effets. Et quand on fait le choix de travailler sur du volume, sur une texture comme ça, comme du tissu, eh ben, on va être confronté à beaucoup de défauts, entre guillemets, et du coup en tirer parti. Donc, par exemple, là on a beaucoup de cloques noires, même, on le regarderait en vrai, on verrait peut-être même parfois la trame du tissu
qu'on aperçoit là. Et là aussi, c'est un travail de végétal. Là, par contre, comment j'ai fait? Je crois que j'ai ramassé des feuilles dans mon jardin, je les ai appliquées sur de la laque, sur une palette de laque. J'ai fait une impression de laque sur mon tableau. J'ai collé de la feuille d'argent sur cette laque. Et puis ensuite, quand ça a été sec, j'ai recouvert de laque claire. Bon, c'est compliqué en fait. Parfois sur certains tableaux, j'ai vraiment essayé de prendre en photo toutes les étapes. Je ne l'ai pas fait systématiquement. J'ai essayé aussi parfois de minuter combien de temps je passais sur une création. Mais comme je vous disais, c'est pas évident parce que je vais mettre plusieurs mois à produire une œuvre. Parce que j'en fais plusieurs en même temps, parce que c'est long à sécher, parce que j'enseigne, parce que ceci, cela. Et c'est vrai que c'est un peu c'est vachement fastidieux en fait pour un artiste de se dire bon allez, top chrono, vas-y, combien de temps je mets? En fait, si, c'est des pinceaux que je n'ai pas pris en photo. Attends, est-ce que j'ai pris en photo? Si tu peux revenir en arrière. Ouais. C'est des brosses, en fait, qui sont assez plates. Elles sont très plates. Et en fait, c'est un sandwich de 2 morceaux de bois ou de bambou. Et au centre, les poils du pinceau, c'est des cheveux de femme, en fait. Sur quasiment sur la grande partie de la longueur du pinceau. Donc, c'est collé, inséré dans ces 2 languettes de bois. Et on va pouvoir, quand la brosse est abîmée, couper les poils abîmés ou coller ou je sais pas quoi, et puis tailler le pinceau comme on taille un crayon en fait pour retrouver la mine. Par exemple, il y a des fils électriques que tu aimes beaucoup. Ouais, là c'est des pinceaux fins. Des pinceaux fins. Ouais. Mais la laque se solidifie ou ça reste fluide? Elle reste. Alors la laque végétale, elle met longtemps à sécher, donc c'est ça ce qui est agréable. C'est que c'est un travail qui peut être. On peut prendre son temps pour travailler. Quand vous l'achetez, elle reste fluide. Ouais, je la protège de l'air parce qu'elle sèche au contact de l'air. Donc je l'achète, moi, dans des sacs en plastique. Je reçois ça en pochon. Parce qu'ils vendent ça en vrac en fait. Enfin, personne n'achète de la laque végétale en réalité. Bah si, au Japon, ils font ça dans des jolis tubes, mais ça coûte une fortune au Japon. Moi, j'achète ça au Vietnam, c'est un petit peu moins cher, mais quand même. Et donc, je filtre ma laque et je la mets dans des bols, en fait, bon, plus ou moins gros en fonction d'eux, et dans des pots en céramique que je recouvre d'un papier calque que j'ai froissé plusieurs fois, retaillé pour plaquer un papier assez dense en fait, pour éviter que l'oxygène, que l'air vienne en contact avec... Ça ne peut pas se mettre dans un bocal. Et le bocal, c'est pas, surtout pas un bocal qui se resserre, parce que du coup on n'a pas accès à la laque. Il faut que le récipient soit évasé comme ça, pour que au fur et à mesure, quand la laque descend, le niveau descend, bah, le papier il descend avec quoi. D'ailleurs régulièrement en fait il faut l'enlever. Il faut refiltrer la laque parce que ça commence à sécher sur les bords. Mais si on la protège de l'air, on peut l'utiliser pendant plusieurs années. Si, j'utilise du kérosène. En fait, au Vietnam, on utilise l'essence pour les mobylettes, du kérosène. Donc moi, j'utilise ça. Je sais qu'on peut utiliser la térébenthine aussi. On peut nettoyer ces outils à l'huile végétale, ça marche très très bien, mais si on mélange l'huile avec la laque, ça va empêcher le séchage. Alors que le kérosène, ça s'évapore. Donc on peut, si ça commence à prendre un peu, à s'épaissir, parce que ça fait longtemps qu'on travaille, on peut rajouter quelques gouttes, travailler avec la spatule. C'est les spatules en corne de buffle, d'ailleurs, enfin qu'on utilise au Vietnam. Et au Japon, c'est du bois et du plastique. Comme c'est compliqué, il faut avoir des matériaux, tout ça, bon, tu organises, tu disais, des stages d'une demi-journée. En une demi-journée,
Donc tu as montré, on peut arriver à un premier produit quand même. En une demi-journée, par exemple l'atelier sur les pochoirs là-haut, j'apprends, bon, je montre quelles ont été les étapes pour arriver jusqu'au panneau laqué rouge sombre. Je fais poncer les gens, je fais faire le ponçage de finition, le polissage. Donc on obtient une matière qui est laquée, qui est brillante. On a déjà pigé ce que c'était que le ponçage, que le polissage. On a déjà appris deux choses. Ensuite, on choisit un pochoir qui est déjà fait. Enfin, on choisit sur le motif. On applique la laque. Et là, on va coller l'or. Et on va se débarrasser de l'excédent de miettes d'or. Donc, c'est de la finition. Mais ça permet d'être très satisfait d'avoir quand même créé un objet, mais c'est pris en compte. Si on veut commencer depuis le début, moi, les rares fois où j'ai eu des élèves suffisamment motivés qui m'ont dit « Moi, je veux apprendre depuis le début. » J'ai vraiment essayé de décourager. La plupart du temps, j'ai essayé de décourager les gens. Je dis « Mais vraiment, est-ce que c'est ça ?» Enfin, pour comprendre si des gens, ils ont... Quelle est leur envie, quoi? Qu'est-ce qui les motive? Parce que c'est très fastidieux. Donc si après quelqu'un insiste et me dit mais si c'est ça ce que je veux, bon bah d'accord, bah, tu l'auras voulu. Voilà. Donc j'ai mis au point des ateliers pour le grand public parce que je pense que les gens ils ont une curiosité, ça permet d'ouvrir une porte, de découvrir, d'entendre parler, et puis quand même de toucher la matière. Alors après, soit ça va suffire à la curiosité des gens, soit après, il y a peut-être des gens qui ont... Il faut habiter sur place aussi. En tout cas, moi, à Vinciane, c'est ça, ou même à Hanoï. Les gens venaient une fois par semaine pendant 2 mois, pendant peut-être 10 classes, pour terminer un tableau 10 classes. Minimum, 20. La personne que vous avez vue qui tenait son beau tableau, c'était une élève fabuleuse, elle faisait des trucs magnifiques, mais c'est un travail de longue haleine. Si on veut obtenir... Si on veut que ce soit vraiment fructueux et apprendre, il faut... C'est long, quoi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.